Dans un instant, je vous montre comment planter de l'ail, comment multiplier vos plantes ciboulettes et comment transformer vos récoltes en conserve. Alors, ne bougez pas! Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. J'espère que votre semaine s'est bien passée et elle s'est passée surtout comme vous le vouliez. On a eu des températures de dingue aussi. Il a fait 32 degrés lundi dernier en plein soleil sur ma terrasse de devant. Enfin, le 2 octobre, 32 degrés. Franchement, j'avais jamais vu ça en 40 ans. J'ai pas le souvenir d'avoir un mois d'octobre aussi chaud. Donc tout ça, forcément, ça a des conséquences sur les plantes, ça a des conséquences sur la biodiversité de manière générale. Et donc on verra justement dans notre point entretien l'impact que ça peut avoir en fait cette forte chaleur sur nos plants au mois d'octobre. Pour le point semis, on verra le listing des semis pour la deuxième semaine d'octobre. On verra aussi s'il est temps d'éclaircir, parce qu'on a fait des semis les semaines passées, donc on ira voir où est-ce qu'elles en sont et est-ce qu'il y a besoin d'éclaircir ou est-ce qu'elles ont besoin d'une attention particulière. On verra aussi le listing des plantations sur la deuxième semaine d'octobre et on verra en détail la plantation de l'ail avec bien évidemment sa fiche culture et l'analyse de ses bienfaits nutritionnels et médicinaux. On verra également comment multiplier sa ciboulette ou par exemple ses plantes de rhubarbe par la méthode de la division. Je vous donnerai des recettes de conserve pour pouvoir transformer vos récoltes et vous régaler cet hiver. Alors installez-vous bien confortablement le dimanche au potager santé. Ça commence maintenant. On démarre le point semis tout de suite avec la liste des semis pleine terre à faire la deuxième semaine d'octobre. Donc vous avez la mâche, le radis, la laitue d'hiver, les épinards, la roquette, la bourrache, le blé, la caméline, la moutarde, les fèves. Ensuite, sous couvert, du chou, des carottes, des pois. Et enfin, au chaud, vous pouvez faire les poireaux d'hiver, l'origan, l'artichaut et les choux. C'est grosso modo la même chose tout au long du mois d'octobre. Allons voir maintenant si les semis des semaines précédentes sont au stade de l'éclaircissement. J'ai semé suffisamment serré pour pouvoir maximiser en fait mes chances de germination et donc je vais pouvoir retirer les plants qui sont en surplus pour laisser aux plants les plus forts la place de se développer. Alors, comme j'aime pas les laisser pour compte, j'essaie toujours de repiquer les bébés plants que j'ai éclaircis. Alors, là, vous le voyez, c'est pas le moment d'éclaircir. Les semis sont encore trop petites. On va attendre qu'elles grandissent encore un petit peu et on reviendra la semaine prochaine, je pense, pour commencer à éclaircir. Dites-moi, vous, en commentaire, si vos semis sont plus grands que les miens et si vous êtes déjà au stade de l'éclaircissement. Prenons l'exemple de la laitue. Elles doivent être espacées de 30 cm les unes des autres. Eh bien, moi, quand je vais éclaircir, la première fois que je vais éclaircir un plant tous les 5 cm. Puis la semaine suivante, je vais éclaircir un plant tous les 15 cm. Et enfin, la dernière fois, je vais éclaircir de manière à avoir un plant toutes les 30 cm. Et les plants que j'aurais retirés, donc un plant sur deux, grosso modo, puisque juste avant j'étais à 15 cm, je vais pouvoir les repiquer. Et comme en moyenne ils ont 3-4 feuilles, bah, du coup ça va me permettre de m'assurer que le repiquage se passe dans les meilleures conditions. Je fais ça parce que quand on peut avoir tellement d'aléas au potager, on peut avoir une attaque de ravageurs sur des semis, on peut avoir une fonte de semis parce que le terreau, la terre est trop acide, etc. Les conditions peuvent parfois ne pas être réunies, on peut se faire voler les graines par les fourmis et autres araignées, etc. etc. Donc, je préfère en fait augmenter mes chances de germination en sémant plus serré et donc en procédant par des phases d'éclaircissement. Parce que moi, je suis le genre de personne à un peu être poisseuse. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière disait toujours sous quel astre faut-il que je sois né pour être de toujours fâcheux assassiné. Bah, moi, c'est un peu mon principe. Dès qu'il y a un truc incroyable, c'est pour moi en fait. Voilà. Donc, du coup, je suis devenue extrêmement prudente. Donc, quand je sème, en fait, je fais en sorte d'en avoir un peu plus pour être sûre de ne jamais manquer. Maintenant, passons au point plantation. Octobre, c'est vraiment le mois des plantations. C'est le mois de l'enracinement et des plantations des plantes pérennes comme les arbres, les arbustes, autres grimpants. On va pouvoir planter framboisiers, groseilliers, cassissiers, mûriers, pommiers, poiriers, cerisiers, figuiers et tous les autres arbres fruitiers de manière générale. En termes de légumes, on peut planter ou repiquer du chou d'hiver, des fraisiers plus les stolons, de l'oseille, du romarin, de l'ail, de l'oignon rouge d'hiver, les échalotes.
Et pour finir, les fleurs, vous avez les pensées, toutes les astères, les griffes de muguet, les primes-verts et les bulbes de printemps et les rosiers. Maintenant, voyons ensemble la plantation de l'ail au potager. L'ail, Allium sativum, de la famille des Alliacées ou des Liliacées, ça dépend à quel niveau on se situe dans les familles botaniques, est une plante bulbeuse originaire d'Asie centrale et occidentale. La tête de l'ail peut être de couleur blanche à rosée. L'ail peut atteindre une hauteur qui varie en fonction de sa variété, mais en général, on compte 30 à 90 cm. Il aime le plein soleil avec un sol bien drainé, fertile et léger. Il faut espacer l'ail environ tous les 10 à 15 cm entre les différentes gousses lors de la plantation et on va dire qu'il faut 30 cm entre chaque rang. L'ail se multiplie principalement par la plantation de ses bulbes plutôt que par les graines. C'est un peu plus long et c'est plus compliqué. On appelle aussi les bulbes les gousses d'ail ou même les cailleux d'ail. En le plantant, maintenant, on aura une récolte en fait à l'été prochain, au début de l'été prochain, voire même si ça dépend des conditions climatiques, on pourrait récolter, on va dire, à la fin du printemps. On peut le cultiver en pot sans problème. En termes d'entretien, l'ail n'aime pas l'arrosage excessif. Il préfère une terre légèrement sèche ou légèrement humide. Donc, ce qu'on aura juste besoin en termes d'entretien, c'est de veiller à ce que quand il pleuve de trop, la terre soit pas trop imbibée et en même temps de s'assurer de désherber autour pour pas qu'il y ait de la concurrence sur la disponibilité des nutriments qui sont dans le sol. Au début du printemps, on pourra amender la terre pour qu'il continue bien sa croissance. Alors si on ne le récolte pas, l'ail va faire des fleurs, ça fait comme un gros pompon, un petit peu comme l'oignon ou même le poireau. Mais quand il fait son pompon, les gousses d'ail que vous allez récupérer, elles seront beaucoup moins nutritives parce que l'ail aura envoyé toute son énergie, tous ses nutriments dans le fait de faire une fleur et donc de faire une graine pour pouvoir se reproduire. Donc vous pourrez le consommer, mais il aura des qualités gustatives et nutritives qui seront différentes et beaucoup moindres. L'ail est un excellent compagnon pour de nombreuses plantes au jardin car il peut aider à repousser certains ravageurs, notamment comme les pucerons et les alerodes. Il est souvent associé aux tomates, aux carottes, aux fraisiers. Il faut éviter de planter l'ail près des légumes comme les haricots, les pois, qui sont grosso modo les légumineuses, et aussi les poireaux. Parce qu'ils vont produire beaucoup trop d'azote quand ils vont pousser ces légumes-là, et ça va venir en fait abîmer l'ail, puisque l'ail n'a pas besoin d'énormément d'azote pour pouvoir pousser. Comme l'ail épuise le sol en nutriments, il est préférable de procéder à une rotation chaque année. Alors il y a certains qui recommandent de planter l'ail après les pommes de terre. Cette année, je vais donc tester cette astuce pour voir effectivement si ça fonctionne bien et si les cultures suivantes en fait dans cette terre seront en fait vont profiter de cette association, cette rotation particulière. Donc comme là, il va rester, on va dire, tout le printemps et l'été dans le bac, il faut déjà que je réfléchisse et que j'anticipe à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans ce bac à la saison printemps-été. Donc forcément, si j'ai de l'ail qui sera dans le bac, je ne pourrai pas mettre tous les légumes qui n'aiment pas l'ail. Donc je pourrais mettre de la tomate, mais dans ces cas-là, j'aurais plus de difficultés à l'associer par exemple avec le poireau. Voyons ensemble en image la plantation donc de l'ail. Donc bien évidemment, au préalable, on travaille toujours la terre. Il faut qu'elle soit bien drainée et bien meuble. Bien aérée, grosso modo. Alors, on va pouvoir planter... attendez, je fais une pause pour vous parler du bulbe de l'ail ou du cailleux. En moyenne, une tête d'ail contient une dizaine de gousses d'ail et vous pouvez en fait acheter de l'ail ou prendre de l'ail qui restait des années passées et pour pouvoir replanter. Parce que ce qu'on va replanter, c'est les petites gousses. Alors, je vous conseille de prendre les gousses qui sont sur l'extérieur du bulbe. Ce sont les gousses qui sont considérées comme étant les plus adaptées à être replantées pour fabriquer de nouvelles têtes d'ail. Par contre, si vous achetez votre ail en fait dans le supermarché et que vous voulez le replanter dans votre potager, vérifiez bien que sur l'étiquette en fait vous ayez inscrit exempt de virose. Parce qu'en achetant parfois de l'ail au supermarché, l'ail a été traité pour pouvoir être conservé très longtemps et il est possible que vous puissiez ramener des maladies dans votre potager que vous n'aviez pas avant. Donc on vérifie bien que sur l'étiquette il y a marqué que l'ail n'a pas été traité contre la germination parce que vous aurez beau le planter, il ne germera pas s'il a été traité pour ça et qu'il est exempt de virose. Sinon, vous pouvez reprendre vos bulbes d'ail de votre ail que vous avez planté les années précédentes. Alors, reprenons maintenant la plantation. On va faire un sillon de 5 à 7 cm de profondeur.
dans lequel on va déposer 2 cm de mélange terreau-compost, mais bien décomposé. Parce que l'ail n'aime pas trop, en fait, ça risquerait de le faire pourrir si l'amendement est trop frais. On dépose donc un cailleux tous les 5 cm si vous voulez procéder à un éclaircissement ou tous les 10 cm. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas besoin de procéder à un éclaircissement. Donc on dépose le cailleux avec la pointe vers le haut puisque c'est de là que la tige principale va partir faire des feuilles qui permettra la photosynthèse et le développement en fait du bulbe et de la tête. Donc on recouvre de terre légèrement et on arrose légèrement. Je viendrai mettre en fait de la mâche entre chaque pied d'ail pour qu'elles puissent bénéficier l'une et l'autre de leurs bienfaits et que ça puisse combler les trous. Donc vous l'avez vu, planter de l'ail c'est extrêmement facile. C'est la même méthode que planter des bulbes comme les tulipes, etc. etc. Donc maintenant qu'on a planté l'ail, je vais vous parler en fait de ses aspects nutritifs et surtout de ses propriétés en fait aromatiques et médicinales. L'ail est utilisé depuis plus de 5000 ans. Et la Chine, par exemple, c'est le premier producteur d'ail au monde. Ça représente 85% de la production mondiale d'ail dans le monde. L'ail est aussi un répulsif pour le jardin. Il va éloigner certains ravageurs et je vais même, moi, l'utiliser en décoction, en rajoutant de l'huile pour pouvoir combattre les pucerons, les aleurodes et aussi l'odium. Maintenant, abordons l'aspect nutritionnel. Pour nous, les humains. Alors, l'ail a une odeur qui est particulière. Soit on l'adore, soit on déteste. Moi, perso, j'adore. L'odeur est un peu âcre et ça vient de ses composés sulfurés qui participent grandement à ses vertus médicinales. On y reviendra un peu après. En ce qui concerne, on va dire, l'aspect purement nutrition, l'ail vient aider à combler nos besoins en vitamines, en minéraux et en nutriments. Mais on n'en consomme pas suffisamment comme un légume classique on en consomme en moyenne des portions de 5 grammes. Donc, ce n'est pas considéré comme un légume qui va accompagner un plat. Donc, ça va venir combler nos besoins. Dans l'ail, on va retrouver en moyenne 68% d'eau. Alors, si vous les faites cuire, ça va diminuer un petit peu ce pourcentage. On a 6% de protéines, 1% de bon sucre et 0% de graisse. On va retrouver du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du potassium et du zinc, la vitamine B1, B5, B6 et B9. Donc les minéraux en fait vont combler 2% de nos besoins et les vitamines vont combler 4% de nos besoins journaliers pour une portion de 5 grammes d'ail. Alors bien sûr à condition que cet ail ne soit pas cramé dans la poêle parce qu'effectivement si l'ail est cramé, il perd en fait toutes ses vitamines et une partie des minéraux. Ce sont ces polyphénols qui sont contenus dans l'ail qui lui confèrent en fait ses vertus médicinales. Les polyphénols, ce sont des composés chimiques qui sont contenus à l'intérieur en fait des fruits et des légumes notamment. On va les retrouver généralement dans tous les aliments d'origine végétale, donc en particulier les fruits, les légumes et les céréales complètes. Les noix, vous avez aussi le thé, le café et même le vin rouge. Donc les polyphénols, ce sont des substances qu'on appelle bioactives et qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Leur rôle principal dans notre alimentation est de protéger notre corps contre les effets nocifs en fait, des radicaux libres. Alors les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont complètement instables, que notre corps va produire naturellement, mais ils peuvent en fait causer des dommages sur nos cellules s'ils sont présents en excès. Et ces dommages qui peuvent être causés sur nos cellules, souvent ça peut se transformer en cancer. Les polyphénols donc aident à agir comme des antioxydants pour neutraliser l'excès des radicaux libres et donc réduire le stress oxydatif et prévenir les dommages cellulaires comme par exemple un cancer. Revenons à l'ail, il contient beaucoup de polyphénols et également, comme je le disais tout au début, des composés sulfurés. Donc il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites en fait sur l'ail et ont mis en lumière toutes ses propriétés, notamment microbiennes et anticancéreuses, surtout pour le cancer de l'intestin et de l'estomac. Il réduit les risques de maladies cardiovasculaires, il réduit la pression sanguine, il aide aussi à réguler la glycémie. Il y a une étude de 2019 qui a été faite et ils ont démontré qu'en consommant 1 gramme d'ail par jour sur 8 semaines, on diminuait le cholestérol dans le sang, la pression artérielle pour les hypertendus et on avait une meilleure glycémie à jeun chez les personnes diabétiques. Donc, l'ail, c'est top.
Il va aussi également en fait prévenir l'artérosclérose et les maladies liées à la vieillesse. Il agit comme un prébiotique. En gros, il est pour l'intestin ce que l'engrais vert est au potager. L'ail est donc aussi un antifongique, un antimicrobien et un antiparasitaire, ce qui peut être utile en cas de rhume, de bronchite, mais également de mycose, d'infection intestinale et d'oxyure. Vous savez, les petits vers, ça arrive. Alors l'ail va aussi modifier le goût du lait maternel. Donc si vous allaitez et que vous voyez votre bébé après avoir consommé de l'ail qui fait une drôle de tête, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le goût de l'ail qui vient de découvrir et vient de découvrir un nouveau goût. Donc vous pouvez en manger. Après n'en mangez pas des grosses quantités parce que ça peut lui faire bizarre à votre bébé si d'un coup il a voilà, on y va petit à petit. Comme l'ail est hypoglycémiant, les diabétiques doivent faire attention à leur consommation et donc ne pas trop en consommer suivant les périodes dans lesquelles ils sont. On ne consomme jamais d'ail à jeun, même dans un plat en sauce, parce que votre estomac, il va craquer. Ça va vraiment l'irriter et lui faire extrêmement mal. Et pour finir, l'ail contient des anticoagulants. Donc, il peut potentialiser les effets des médicaments anticoagulants. Donc, si vous avez ce type de traitement, faites attention à votre consommation d'ail. Vous pouvez bien évidemment en consommer, mais il ne faudra pas en consommer des kilos non plus. Donc de manière générale, vous l'avez compris, on met de l'ail dans son alimentation, on en met tous les jours un petit peu, ça nous préservera donc des maladies, ça peut nous aider à combattre même certaines maladies ou à limiter les impacts de d'autres maladies. Donc on plante de l'ail, on y va et on se fait plaisir. S'il pleut trop dans votre région, pensez à les planter sur but de manière à ce qu'ils ne soient pas trop dans l'humidité et donc qu'ils ne pourrissent pas. Passons maintenant à notre point entretien. Alors, comme je le vous disais en intro, on a encore eu des températures de dingue. Là, ce matin, il est très tôt et il fait déjà suffisamment chaud pour que je retire ma petite laine alors qu'il est 9 heures du mat. Donc, on est vraiment sur des températures vraiment de dingue. Il a plu un petit peu cette semaine, un orage en fait. Ça m'a permis, si vous voulez, de réduire l'arrosage de 1 sur la semaine. Et là, quand je regarde le niveau de ma cuve d'eau et que je regarde la météo à venir et les besoins de mes plantes, je me dis qu'il va y avoir comme un problème pour arroser mon potager. Et on est en octobre. On est en octobre, je suis en Seine-et-Marne et je cherche des solutions pour pouvoir arroser mon potager. Donc là, on se rend bien compte que quand même, c'est quand même la lutte totale. Enfin, les climato-sceptiques, là, à un moment donné, bref, autre sujet, autre débat. En tout cas, on a des fortes températures pour cette saison. Même si les matins, il fait quand même plus frais que les matins d'août, mais on est vraiment sur des températures pour moi de fin de printemps, début d'été. Donc c'est bien parce que ça nous permet de prolonger les récoltes d'été, d'avoir des tomates, des aubergines, des poivrons, des concombres, etc. Mais c'est moins bénéfique pour d'autres plantes. Là, vous prenez par exemple les plantes qui normalement devraient rentrer en cycle d'hibernation, devraient commencer à rentrer en cycle d'hibernation, donc devront commencer à retirer la sève qui est dans les branches et ramener cette sève dans le tronc et plus particulièrement dans les racines. Bah là, il y a comme un souci en fait. Ce cycle-là permettra la vernalisation et donc le déclenchement, si vous voulez, ce qu'on a déjà vu ensemble, ce mécanisme qui va faire que les plantes vont savoir quand est-ce qu'il faut déclencher le processus de fabrication du fruit et donc de la fleur. Vous prenez l'exemple de mon pommier. Il vient de me donner je ne sais combien de kilos de pommes, en grosso modo une cinquantaine de kilos de pommes. Normalement, là, il est censé, après tout ce qu'il a fait, les efforts qu'il a fournis, il est censé rapatrier toute sa sève dans ses racines, les feuilles sont censées tomber, les branches, etc. Mais là, non. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, avec les conditions climatiques, mon pommier me fait des futurs rameaux et surtout, il me fait des fleurs. Mon pommier est en fleurs. On est au mois d'octobre et mon pommier est en fleurs. Donc, je me suis renseignée un petit peu, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que même si je me dis, tiens, je vais couper les branches, ou etc., bah, je risque d'abîmer mon arbre parce que la sève est encore bien présente dans le haut des branches, donc ça pourrait l'abîmer. Enfin, il n'y a rien à faire. Donc, le risque, grosso modo, c'est que le pommier, pour la prochaine saison, me donne des récoltes moindres, voire pas de récolte, voire même, en fait, quand la fleur va se développer et on va voir apparaître le petit fruit, ça va être comme par hasard au moment des gelées. Donc le fruit va geler, la sève va geler dans la branche et donc on pourrait avoir un pommier qui
qui gèle en fait, parce qu'il n'est pas censé avoir de la sève dans les branches qui sont, on va dire, en plein vent, en plein froid, etc., etc. Donc on va croiser les doigts pour que le pommier s'adapte et puis qu'on puisse conserver quand même nos récoltes de pommes. Alors, on continue notre routine entretien. On continue de pailler pour préserver l'humidité de la terre et on peut aussi continuer à mettre nos mulches nutritifs de manière à continuer à nourrir notre terre. Là, on va voir ensemble comment multiplier vos plants de ciboulette. Donc multiplier un plant de ciboulette, c'est pour en fait en faire un autre plant. Et là, on va utiliser la méthode de la division. Donc ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va déterrer une motte et on va couper cette motte en fait en plusieurs plants et on va aller les replanter aux endroits où on le souhaite. Donc, je déterre cette motte, je vais la couper. Alors, la motte, on ne va pas pouvoir diviser les mottes chaque année. Il faut qu'elles soient suffisamment, en fait, quand même assez grosses et qu'elles aient un système racinaire qui soit bien implanté. Donc, on dit grosso modo qu'on peut diviser un plant tous les 2 ans, 2 à 3 ans, suivant les variétés. Donc, simplement, je vais venir, en fait, casser la motte en plusieurs petites mottes et je vais aller du coup après repiquer, replanter ces nouvelles petites mottes ailleurs dans le potager de manière à pouvoir multiplier mes plants. Donc à partir d'un seul plant de ciboulette, je vais en avoir plusieurs. Et pour finir, passons au point récolte. Alors là, l'avantage de bénéficier d'autant de soleil et de chaleur, c'est qu'on a encore beaucoup de fruits et de légumes d'été. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des aubergines cuisinées en conserve qui vous permettra en fait de servir d'accompagnement ou de base pour faire par exemple des lasagnes ou autres plats, de la moussaka, etc.
Ensuite, vous avez la recette classique des haricots en conserve. Avec le temps qu'on a, nombreux d'entre vous ont des haricots à ne plus savoir quoi en faire. Donc moi, j'ai pas eu de chance cette année. Tous mes plants de haricots se sont fait manger et j'ai dû avoir comme récolte peut-être 500 grammes de haricots sur toute la saison. Donc nul quoi. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine. Mais vous allez pouvoir certainement en faire. Donc vous avez la recette. Et enfin, la recette de la compote de raisin. Donc on peut faire la compote de raisin avec du raisin blanc, jaune ou du raisin rouge. Moi je préfère le raisin rouge et en plus c'est le raisin que j'ai dans mon potager. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout à laisser un commentaire. J'ai hâte de vous retrouver pour discuter. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!